Bonjour, soyez les bienvenus sur cet entretien exclusif de France 24 avec M. Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française. Et Monsieur le ministre, bonjour, bienvenue et bienvenue au lycée français, au lycée franco-mexicain, à Polanco, au cœur de la capitale mexicaine, où vous êtes en visite. Et on pourra peut-être entendre les enfants dans la cour, le bruit de fond des enfants dans la cour. Et je voudrais commencer par quelque chose qui nous joint, disons, et c'est aujourd'hui, c'est le moment où France 24 en espagnol a passé de 6 heures à 12 heures d'émission par jour, partout en Amérique latine. Et je sais que vous avez joué un rôle important dans la croissance de la chaîne, et je voudrais écouter vos commentaires là-dessus. Je voudrais d'abord dire que France 24, c'est un outil très important, parce que c'est une vision de l'information. C'est une vision de l'information dans le monde, c'est une vision de l'information objective, indépendante, neutre. C'est une marque de la France aussi. Et donc, c'est pour cette raison que nous voulons renforcer France 24 dans le monde, pour cette vision de l'information, dans un univers où beaucoup de chaînes internationales n'ont pas obligatoirement cette même déontologie. Et c'est pour cela aussi que nous avons souhaité que France 24 puisse avoir une édition espagnole, parce que en Amérique latine, c'est très important, parce qu'il y a 500 millions d'hispanophones, parce qu'il importe aussi que cette conception de l'information que nous avons soit partagée le plus largement. Oui. Et nous avions été ensemble en Colombie pour presque le lancement de l'édition en espagnol. C'est un grand succès, puisqu'il y a eu des auditions qui sont très, très larges. Et maintenant, nous voulons doubler le chiffre et faire en sorte que le passage de 6 à 12 heures par jour permette une attractivité supplémentaire encore de France 24, mais c'est au service de l'information. Oui, oui, absolument, surtout dans un monde où les fake news jouent un rôle tellement important dans des élections pour informer ou désinformer, mal informer les gens. Et c'est pourquoi l'édition en espagnol que nous avons décidé de renforcer est très importante pour l'Amérique latine en général. Oui, et c'est un plaisir de vous retrouver ici à Mexico, qui est aussi un pays très important en Amérique latine, et puis dans la capacité d'une relation entre la France et le Mexique qui est très forte. Nous avons pu le constater, nous le constatons ici dans ce lycée. C'est la deuxième fois que vous venez au Mexique, en plus, juste un peu plus d'une année. C'est la troisième fois comme ministre des Affaires étrangères. J'étais venu ici il y a un an. Le président López Obrador venait d'être élu, mais il n'était pas encore en fonction. En octobre de l'année dernière. Et j'avais eu avec lui déjà des entretiens un peu anticipateurs de ce que j'ai pu avoir au cours de ce séjour ici. Je l'ai rencontré hier. Il a une détermination très forte de transformer son pays. Et nous avons, sur des points significatifs, une relation très forte aussi entre cette volonté et la disponibilité de la France à accompagner son action de transformation dans le renforcement de la formation pour les jeunes, par exemple, dans le souci aussi d'aider à l'équilibre des territoires, et nous voulons vraiment accompagner le plan de développement intégral qu'il met en œuvre pour le sud de ce pays. Oui. Et puis dans la lutte contre la corruption, il y a des objectifs très importants qu'il met en œuvre avec beaucoup de détermination. Je sais que c'est difficile, mais nous avons eu des entretiens très, très fructueux. J'ai su que vous avez signé un accord pour la défense et pour l'efficacité du multilatéralisme avec un si puissant voisin du Mexique et partenaire, champion de l'unilatéralisme. Et comment vous pensez faire avancer ce combat, comme vous l'avez appelé hier? Je crois historiquement, nous avons avec le Mexique la même manière d'appréhender les relations internationales. Et nous pensons que le droit doit s'imposer à la confrontation des puissances. Nous pensons que la manière de vivre ensemble sur notre planète doit être régulée, que chaque pays a autant de valeur qu'un autre, et qu'il nous faut privilégier la coopération à la confrontation, et qu'il faut y ait des instances pour cela, et que face aux défis qui sont devant nous, que ce soit le défi des migrations, que ce soit le défi du numérique, que ce soit le défi de la transition écologique, face à ces défis très importants,
il faut qu'il y ait des outils de régulation. Or, curieusement, on s'aperçoit que au fur et à mesure que l'ampleur des risques et des menaces qui se développent sur la planète sur ces sujets-là augmente, au même moment, les outils de régulation diminuent, se délitent, se détruisent eux-mêmes. Et donc nous voulons, sur ces sujets-là, être à l'avant-garde de ceux qui veulent le multilatéralisme, qui ne veulent pas être prisonniers des puissances, du rapport de force, qui veulent que la règle domine, qu'elle s'impose, que le droit soit le vecteur d'organisation des rapports économiques et des rapports humains entre eux. Et c'est une aventure sur laquelle nous sommes en grande phase avec le Mexique. Est-ce que, à part le Mexique, il y a d'autres pays d'Amérique latine qui s'intègrent à cet élan? Le point de départ est celui-là. Après, la porte est ouverte à ceux qui veulent bien s'y joindre. Non. Nous voulons, autour de cette initiative que l'on appelle l'Alliance pour le multilatéralisme, faire en sorte que d'autres pays nous retrouvent. Il y en a déjà beaucoup qui se sont mis dans cette logique. Des pays européens, nous avons une relation très forte à ce sujet avec l'Allemagne, mais aussi le Canada, mais aussi le Ghana, mais aussi l'Afrique du Sud. Bref, cette prise de conscience qu'il nous faut réinventer, refonder le multilatéralisme, elle est largement partagée entre le Mexique et nous avons évoqué tout cela avec le président López Obrador hier. OK. Et l'urgence climatique, comme on l'appelle maintenant d'une manière plus précise, a été un autre axe de vos conversations avec le président et vos collègues et Marcelo Ebrard. Et est-ce qu'il y a des décisions, des points concrets là-dessus? Non, nous avons souhaité renforcer notre collaboration dans ce domaine. Elle existe déjà. Parce qu'en particulier sur les Caraïbes, sur l'enjeu des sargasses, nous avons eu des initiatives en commun, mais nous portons la même voix au niveau international. Face aux enjeux climatiques auxquels la COP25 qui vient de se réunir à Madrid n'a pas apporté les solutions. On peut dire que c'est une forme d'échec qui est due au fait que nous n'avons pas pu nous mettre d'accord sur une application de l'accord de Paris qui concerne le marché carbone et la manière de le réguler. On regrette à cet égard que le Brésil ait contribué à cet échec. C'est dommage. J'espère que la prise de conscience viendra, parce que la prise de conscience, elle s'impose. Et que la COP 20 de Glasgow, qui aura lieu l'année prochaine, sera déterminante, en particulier pour décider ensemble du rehaussement de nos ambitions. Sinon, nous ne serons pas au rendez-vous. Ouais. Et les catastrophes seront, par contre, elles-mêmes au rendez-vous. En parlant d'un autre sujet, vous arrivez juste lorsque le traité entre les États-Unis, le Mexique et le Canada vient d'être finalement approuvé. Et comment vous voyez de la France ce traité multilatéral, trilatéral? À partir du moment où des pays voisins se mettent d'accord pour respecter des règles entre eux, c'est plutôt une bonne avancée, c'est plutôt une bonne chose. Le risque, c'est l'affrontement sans règles. Et si les acteurs ont estimé que c'était leur intérêt de se mettre d'accord sur ces bases-là, je constate que c'est le cas, puisque le Parlement mexicain l'a voté. Et puis hier, la Chambre des communes, la Chambre des représentants à Washington l'a voté, que le Canada va la voter bientôt. Donc il y a une volonté commune, elle doit être respectée. C'est peut-être un exemple de régulation, de gagnant-gagnant. Je crois que c'est comme ça que les uns et les autres l'ont perçu. Oui. Et parlons un peu de l'Amérique latine. Et la dernière fois qu'on s'est rencontrés à Bogota, comme vous l'avez mentionné avant, et le Venezuela était au centre de l'attention. Et la crise au Venezuela continue. Mais maintenant, on a une vague de mobilisation sociale, de protestes qui vient depuis Hong Kong en mars de cette année, en passant par la France, Gilets jaunes, la réforme des pensions. Et maintenant, en Amérique latine, on a au Chili, on a en Colombie, on a eu des mobilisations très fortes en Équateur. Et un cas différent, parce que ça a à voir plutôt avec les élections de la Bolivie. Et qu'est-ce que vous en pensez de cette situation? Il ne faut pas tout mélanger. Le fait qu'il y ait des protestations sur la réforme des retraites en France, à mon avis, pas grand-chose à voir avec ce qui se passe à Hong Kong ou avec différentes manifestations qui se sont produites en Amérique latine. Il ne faut pas faire de raccourcis hâtifs. Chaque pays a son histoire, chaque pays a ses problèmes. Mais je constate avec vous, néanmoins, qu'en Amérique latine, il y a eu depuis quelques mois des mouvements de protestation contre les inégalités, des mouvements de protestation sociale significatifs et qui se sont parfois malheureusement traduits par des affrontements et des violences. Depuis que nous nous sommes vus en Colombie, ce phénomène s'est aggravé. Il y a eu la crise chilienne,
Il y a eu la situation en Bolivie qui a rajouté la situation en Équateur, les difficultés même en Colombie qui se sont rajoutées à la crise du Venezuela. Mon sentiment, c'est qu'il faut trouver dans chaque pays une solution politique qui soit issue du dialogue et qui évite la confrontation et la violence. J'ai senti qu'au Chili, les forces politiques s'étaient mises d'accord il y a quelques jours pour organiser une consultation et pour faire en sorte qu'il y ait un référendum qui reviserait la Constitution. C'est une avancée. J'ai remarqué aussi que les autorités chiliennes voulaient qu'on fasse toute la clarté sur les violences qui se sont produites. Bon, c'est plutôt une bonne démarche. Je constate qu'ailleurs, il y a aussi l'affirmation d'une volonté d'une transition inclusive, électorale. L'indispensable, c'est qu'il y ait une transition électorale, que le peuple soit amené à s'exprimer librement. Ouais. J'ai cru comprendre que c'était le cas, mais ça allait être le cas aussi en Bolivie, et je le souhaite. Il nous reste, je crois, que 30 ou 40 secondes. Je voulais vous poser comme question finale, est-ce qu'on peut parler qu'il y a un certain accent de la diplomatie française et du gouvernement français sur l'Amérique latine et sur le commerce, qui est assez modeste encore, sur le côté politique et sur les grands traits de la politique et de la diplomatie française? C'est un continent qui nous est cher, où nous avons une présence historique significative, mais une présence au niveau culturel et au niveau des valeurs. Nous savons que le rôle qu'a joué la Révolution française aussi dans l'ensemble de ces pays. Nous avons un partenaire particulièrement privilégié en ce moment de ma visite, qui est le Mexique. Et nous voulons vraiment que le Mexique serve de porte d'entrée pour l'Amérique latine en Europe, parce que je crois que le moment est venu de renforcer les liens entre l'Amérique latine et l'Europe. Je sais qu'il y aura une réunion ici au début janvier de l'ensemble des ministres des Affaires étrangères d'Amérique latine où la question sera posée. Nous voulons être les partenaires du Mexique pour leurs liens avec l'Europe, et nous voulons aussi que le Mexique soit notre partenaire pour nos liens avec l'Amérique latine. Monsieur le ministre, 12 minutes, ça passe assez vite. Je veux vous remercier d'être avec nous à France 24 et à nos téléspectateurs.